Terre de France, un parfum au service de notre pays. En vente sur la boutique de TV Liberté. Sa carrière est phénoménale. Engagé dans les débuts de l'aviation balbutiante de la Grande Guerre, René Fonck va littéralement empiler les victoires et les médailles sans que rien ne semble pouvoir l'arrêter. Grâce à une discipline irréprochable, une visée aiguë et une précision au tir sans pareil, il va développer sa propre technique et réalisera des exploits forçant l'admiration de ses contemporains. Au total, entre 1914 et 1918, il affichera 75 victoires confirmées, mais sans doute bien plus encore, ce qui le placerait au-dessus du célèbre Baron Rouge. Ainsi a-t-il donné ses lettres de noblesse à l'aviation française, malgré des origines modestes, et le tout sans une égratignure, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Voilà encore un épisode qu'on m'a beaucoup demandé dans les commentaires. René Fonck, as des as français de la Première Guerre mondiale, un personnage fascinant, touchant, forçant l'admiration et qui a infligé de lourds revers aux Boches dans les airs. Voici son parcours. René Fonck est d'origine modeste, je l'ai dit, il est né dans les Vosges en 1894 et son père, qui travaillait dans une scierie, va mourir des suites d'un accident alors qu'il n'avait que 4 ans. Dès son plus jeune âge, il s'intéresse à la mécanique et dans ses rêves les plus fous, il rêve de voler. Alors que l'aviation, je le répète, n'en est qu'à ses balbutiements. Donc déjà, c'est un rêve qui semble assez inaccessible. Il fait donc des études et devient apprenti mécanicien tout en gardant son grand rêve en tête. J'ai dit qu'il était inaccessible, mais il est doublement inaccessible car en ce temps, pour avoir le privilège de participer au début de l'aviation et donc de voler, il fallait être issu d'une famille aisée, ce qui n'était pas du tout son cas. Et pourtant, ce rêve de gosse va soudain prendre vie. Comment ? Par la déclaration de guerre. Le 22 août 1814, René Fonck est appelé au 11e régiment du génie à Épinal dans les Vosges, mais comme il insiste, et grâce à ses connaissances recherchées en mécanique, le voici propulsé élève pilote à Saint-Cyr-l'École. Il n'en croit pas ses yeux. Il obtient rapidement son brevet de pilote et il est affecté à l'escadrille de reconnaissance C-47 de Corcieux, dans les Vosges, à quelques kilomètres de sa maison natale. C'est pas beau ça? Il vole sur Caudron G4 pour des missions de reconnaissance exclusivement, car il faut dire qu'en cette année 1915, l'aviation militaire en est à son tout début et elle ne sert qu'à ça, la reconnaissance. Mais qui a dit, qui a osé dire, qui a même pensé que voler sur un simple avion de reconnaissance pouvait empêcher René Fonck de commettre une victoire aérienne? Eh bien, pas René Fonck en tout cas, puisqu'il réussit le 6 août 1916, grâce simplement à son intelligence de vol et à ses capacités hors normes de pilotage, à contraindre un biplace allemand à se poser en territoire français et donc à être capturé. C'est sa première victoire, c'est son premier exploit, et ce, sans tirer un seul coup de feu. Il reçoit alors la médaille militaire et l'on raconte que l'un des deux membres de l'équipage allemand capturé, l'observateur, celui qui est à l'arrière, était fou de rage parce qu'il avait dans sa poche une permission qui commençait l'après-midi même. Pas de chance, il a croisé René Fonck, la choucroute attendra. À partir de cette année 1916, la reconnaissance ne lui suffit plus, il commence à équiper ses appareils, à les modifier. Par exemple, il met une mitrailleuse fixe à l'avant et il enchaîne de nouveaux succès. Le 17 mars 1917, lors de la bataille du Chemin des Dames, il est attaqué par 5 chasseurs allemands. Il parvient, grâce à ses manœuvres, à esquiver tous leurs tirs, mais aussi à abattre l'un d'entre eux. C'est sa deuxième victoire homologuée, ce qui lui vaut en avril 1917 d'intégrer le très réputé groupe des Cigognes, escadrille 103, qui était pour ainsi dire l'élite de l'aviation française. D'ailleurs, le commandant Brocard lui annonce direct la couleur. Ici, il faut absolument abattre des Boches. Voilà ce qu'il lui dit, ce à quoi Fonck répond
que c'est une pensée profondément discriminatoire et nauséabonde. Il refuse d'y prendre part et il lance en réponse une association de défense des Allemands non-binaires, queer et pansexuels. Non, je plaisante, hein. Il accepte avec un grand sourire patriarcal réactionnaire. C'est là, aux côtés des cigognes, pilotant un SPAD 7, qu'il va révéler tous ses talents. Le 30 septembre 1917, au-dessus de Dunkerque, il abat l'avion de Kurt Wiesmann, l'Allemand qui avait abattu Georges Guynemer. J'avais fait un épisode sur Guynemer, je vous renvoie, vous tapez ça sur YouTube. Clémenceau le remarque et le met en avant pour donner du courage aux hommes. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en octobre et il poursuit sa trajectoire météoritique en peaufinant toujours plus sa technique, sa fameuse technique bien à lui. Alors déjà, René Fonck, je vous l'ai dit, il vient d'un milieu modeste et rude, ce qui lui confère des capacités physiques très développées et une discipline de fer, car il a été, après la mort de son père, dans un pensionnat religieux, et ça vous forge sans doute mieux le caractère qu'une école Montessori, vous voyez. Bref, dans sa vie de tous les jours, il affiche une discipline et une hygiène de vie irréprochable, qu'il impose d'ailleurs à tous ceux qu'il forme et à tous ceux qui travaillent à ses côtés. Il fait du sport, beaucoup de sport, il mange bien, il dort bien, ce qui lui permet de supporter facilement la haute altitude et les vols longue durée. Pourtant, il affiche une certaine timidité et se montre plutôt vantard, ce qui est assez paradoxal, mais sans doute pour compenser le fait qu'il est assez mal à l'aise au sein de ce milieu bourgeois et aristocratique qu'est le milieu de l'aviation. Mais dans les airs, par contre, alors là, c'est presque un dieu mythologique, un surhomme tiré d'une aventure d'Homère. Sa technique, la technique qu'il a développée, sa technique bien à lui, elle est simple, précise et efficace. Il vole à haute altitude et, avec sa vision hors pair, ça lui permet de repérer l'ennemi avant tout le monde. Alors il manœuvre, il s'approche par l'arrière, s'approche près, toujours plus près, et quand le pilote ennemi s'en aperçoit, il est trop tard. Excellent tireur, il vise le pilote plutôt que l'avion, histoire de faire d'une paire de coups, et il l'abat d'une rafale sans même gaspiller ses balles. Écoutez ce qu'en dit Maurice Boyau, un autre as de la Grande Guerre, je cite « Fonck dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ce n'est pas un homme, c'est un oiseau de proie. Là-haut, il sent l'ennemi, il en distingue nettement à 8 ou 10 km sans être vu. Il choisit sa proie, quelques balles suffisent, il n'y a jamais eu de riposte. » Fonck privilégie l'efficacité foudroyante aux longs combats tournoyants dans lesquels il ne s'engage que très rarement. Il est méticuleux, patient. Il considère la guerre aérienne non pas comme un combat de chevaliers épique, mais comme une chasse, comme une course à l'embuscade. Une fois l'ennemi repéré, il n'a presque aucune chance. C'est un aigle, clairement. Voici ce qu'il dit de lui-même à propos de son approche du combat. Il l'écrit dans son livre, dans ses mémoires qui s'appellent « Mes combats », publié en 1920. Je cite « Je sais me placer dans les angles morts de l'avion attaqué sans engager avec lui un véritable duel. Guynemer combattait autrement et affrontait régulièrement le feu. Mais cette tactique est très dangereuse. Elle met le pilote à la merci d'un enrayage de son arme. J'utilise toujours les angles morts et suis forcé pour cela de tirer quelle que soit la position de mon SPAD. Mais je m'y suis fait depuis longtemps. Mes rafales sont de 8 à 10 cartouches au maximum et souvent, je n'emploie pas plus de 3 balles. Plus loin, il ajoute « J'ai eu affaire aux grands as Bosch. J'ai eu la patience en combattant d'attendre la minute d'énervement. Ce sont là des qualités nécessaires et je répète ce mot pour devenir un grand as. L'apprentissage est long, difficile, semé de déceptions et d'échecs répétés au cours desquels notre vie est 100 fois jouée. » Franchement, c'est magnifiquement dit, magnifiquement résumé. Sa technique, il l'enseigne autour de lui, sa philosophie aussi, à ses élèves. Et avec sa grande gueule de pecno des Vosges, il n'hésite pas à critiquer ouvertement les autres pilotes qui ont une vision, disons, plus aristocratique du métier. Ses supérieurs ne peuvent d'ailleurs rien lui refuser. Ils mettent à sa disposition les avions les plus modernes. Il reçoit le premier SPAD 13 de l'unité en septembre 1917. Il a à sa disposition 2 SPAD 12 canons et il terminera la guerre sur un magnifique SPAD S-17 de 300 chevaux. Bref, son parcours ne s'arrête pas là. Le 9 mai 1918, en moins de 3 heures, il abat 6 avions allemands à lui tout seul, toujours sans une égratignure. À son retour, son mécanicien n'en revient pas. Fonck n'a tiré que 52 balles
pour abattre 6 avions allemands. C'est vous dire à quel point ces méthodes étaient efficaces. Le mois suivant, lors de la bataille de la Marne, dont on a parlé récemment, il abat 7 avions allemands en 3 jours. Ces victoires confirmées le conduisent rapidement à dépasser Ningesser, puis Guynemer. Mais ses talents ne se résument pas à son mode de vie, sa discipline et à l'application de sa technique ô combien maîtrisée et répétée. Fonck sait aussi se tirer de situations périlleuses. En août 1918, il est pris en chasse par 4 chasseurs allemands qui comptent bien mettre fin à son règne de terreur dans les airs. Bilan, Fonck en abat 3 en 10 secondes et met le 4e en fuite, le tout sous le regard halluciné des soldats qui suivaient la scène depuis leur tranchée. Le 26 septembre, il réitère son exploit en abattant 6 avions allemands au cours de la même journée. Il est au sommet de sa gloire, craint et respecté. Il est désormais l'as des as français. Lorsque la guerre se termine, premièrement, il en sort sans une blessure, sans même une égratignure, ce qui est déjà incroyable, mais aussi avec le score de 75 victoires confirmées, ce qui fait de lui le plus grand pilote français et allié. Je dis confirmé car à l'époque c'est tout un bazar pour confirmer une victoire aérienne. Il fallait le témoignage de 3 personnes hors équipage, donc il fallait trouver des témoins au sol, sans rappeler que les gens témoignent, identifient précisément l'avion, etc. Il fallait donner le type de l'appareil abattu, le lieu, la date et l'heure. Vous vous doutez bien que ça n'était toujours pas facile de faire valider une victoire, surtout quand, et ça arrivait souvent, l'avion ennemi s'écrasait en territoire allemand. Ainsi, on ne peut lui comptabiliser que 75 victoires confirmées, et on estime à 32 ses autres victoires probables, très probables. Certains disent plus, Fonck lui-même pensait qu'il en avait abattu 127, je ne sais plus, mais bref, 32 ce sont les victoires très probables, 75 plus 32 ça fait 107, 107 victoires probables pour Fonck. C'est énorme, mais c'est pas exagéré pour autant. Malheureusement, le chiffre officiel de victoires confirmées est de 75, ce qui fait qu'au classement, René Fonck est situé derrière le Baron Rouge, l'Allemand von Richthofen, avec ses 80 victoires confirmées. Richthofen, j'en avais fait un épisode aussi d'ailleurs. Sauf que côté allemand, il était beaucoup plus simple de faire valider ses victoires. Il suffit de voir les chiffres. Le Baron Rouge, il a 80 victoires validées sur 83 déclarées seulement. Donc il n'y en a que 3 qui ne lui ont pas été validées. Voyez comment c'est délirant. Et voyez comment s'il avait été plus facile de comptabiliser côté allié, René Fonck serait largement, mais largement devant. Tant pis pour les chiffres officiels qui font du Baron Rouge allemand l'as des as de la Grande Guerre. Moi, je vous le dis, pour moi, ça restera René Fonck. Après la guerre, René Fonck est capitaine avec donc 75 victoires confirmées, 27 citations, une Légion d'honneur et une croix de guerre à 28 palmes. Énorme. Sa renommée lui permet d'être le porte-drapeau de l'aviation française sur les Champs-Élysées lors du défilé du 14 juillet 1919. Il va ensuite s'engager en politique, il sera élu député des Vosges sans trop d'efforts, puis il connaîtra une carrière très incertaine. Il va s'installer à Paris, monter une entreprise automobile, se rendre aux États-Unis pour une traversée de l'Atlantique en avion, qui sera un échec, un désastre. Bref, je vous passe tous les détails. On retient aussi, bien sûr, qu'il a fait partie du gouvernement Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, pas par conviction vichiste, mais simplement par fidélité au maréchal Pétain qui était, aux yeux de tout bon soldat français, le grand vainqueur de Verdun. Son rôle à Vichy est totalement non officiel et obscur, vu qu'il connaît bien Hermann Göring, qui était un aviateur également, les deux aviateurs se respectent, eh bien il est utilisé par Pétain pour les relations avec l'Allemagne, pour surveiller un peu les Allemands, bref. Il se disputera beaucoup durant cette période avec Laval sur la politique à tenir. Il sera disgracié par Pétain et ira s'installer à Paris. À partir de là, il va filer de nombreux coups de main aux résistants, des coups de main reconnus, ce qui lui vaudront d'être mis sous surveillance par les Allemands. Et à la Libération, vu qu'il a participé au régime de Vichy, il va être arrêté et mis en prison, mais aussitôt relâché sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Moi, cet épisode vichiste, bon, on en pense ce qu'on veut, hein, il y a beaucoup de débats là-dessus, j'entrerai pas là-dedans, mais moi, je le vois au travers de la personnalité de René Fonck. René Fonck, c'est un homme du peuple, aux valeurs simples et franches. Il a suivi Pétain par fidélité de militaire, de même qu'il a aidé les résistants par patriotisme, par fidélité à la France. Ça n'a pas été plus loin que ça dans ses décisions.
Ça n'est pas un homme de manigance, de calcul politique avisé, c'est un homme brut aux convictions fermes et franches. Après la Libération, il se retire de toute vie politique et dirige une entreprise dans les Vosges. Il meurt le 18 juin 1953 à 59 ans d'un AVC dans son appartement parisien. La presse en fait peu d'écho, tout comme les politiques, en raison de son passé vichiste. Il est inhumé presque en douce au cimetière de Saulcy-sur-Meurthe. C'est ainsi par la petite porte qu'il sort de l'immense histoire qu'il avait créée à cause de petits intérêts politiques et idéologiques stupides. Il méritait mieux, beaucoup mieux. J'espère que cet épisode contribuera quelque peu à sa mémoire. Et pour nous, le Baron Rouge peut bien aller se brosser, il restera à jamais l'as des as de la Grande Guerre.